Les choses de Les la vie. choses de la Les vie. choses de la vie. Used to play it safe, was afraid to fly. Sometimes it's like all or nothing. Sometimes it's like fuck the world and know. Fuck the world and know. Sometimes it's like Bienvenue dans ce troisième épisode des choses de la vie. Merci encore pour tous vos retours concernant les deux premiers épisodes de ce projet. J'avais envie aujourd'hui d'élargir un petit peu plus l'horizon et vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu pendant cet hiver très restreint et un peu morose. Ça s'appelle Je n'aime que la musique triste. C'est écrit par Adrien Durand. Il est écrivain quand il peut, journaliste chez Les Inrocks. On découvrira dans cette collection de textes de 115 pages qui confronte ses souvenirs, ses réflexions autour de la musique mélancolique, qu'il a été attaché de presse, mais aussi musicien. Bref, dans ce livre, qui existe grâce au projet d'édition libre et indépendant Le Gospel, qu'il a lancé en 2017, il nous raconte comment la musique a été et restera une des choses les plus importantes de sa vie, à travers une bande-son bien sûr éclectique au possible, avec Patti Smith, Joy Division, Courtney Love, Arthur Russell, les Drop 90s, The Internet et bien plus encore. Bonne écoute. En fait, c'était pas prémédité. L'écriture m'a emmené un peu d'elle-même. Donc, en fonction de ma réflexion, je me suis pas dit, ah tiens, je vais écrire un livre pour raconter ma vie. Je me suis rendu compte qu'en définissant un peu des thèmes qui réagissaient les uns avec les autres, ça finissait par raconter quelque chose de moi et Ouais, qui pouvait parler à d'autres gens. Mais ça, c'était pas trop prémédité. Et d'accord. après, cette réflexion-là, elle vient depuis un certain nombre d'années, effectivement, sur le sérieux qui règne dans le milieu culturel et artistique, en particulier dans des sphères un peu plus commerciales, et qui est, je trouve, parfois un peu déconnecté de la réalité des choses. Ouais, Donc forcément, on peut penser que ça peut faire un peu écho à ce qui se passe avec la crise sanitaire et tout ça, mais c'était pas du tout comme ça que je d'accord. l'entendais. C'était plus comme une façon de se dire qu'à un moment, des choses qui peuvent nous paraître très importantes, nous, dans un microcosme, peuvent paraître complètement superficielles à d'autres gens, à une majorité de gens même, et qu'à Mhm. force d'être tout le temps en vase clos, on a tendance à se déconnecter un peu des vraies priorités. Ouais. Et j'ai l'impression aussi que le fait d'être tout le temps dans une citation de soi-même, essayer de se vendre sur les réseaux sociaux, essayer d'être tout le temps dans un récit de soi-même comme ça, de manière publique, ça crée beaucoup ce truc-là. Et du coup, par l'écriture, j'essayais un petit peu au contraire, de me sortir de cette posture et de regarder un peu ce truc-là en face pour se dire, bon, c'est quoi là, j'en suis Ouais. où par rapport à la réalité du monde qui m'entoure, quoi. D'accord. Et ça, tu le mets en forme dans un petit recueil de textes, en fait, qui, je trouve, il fonctionne assez bien en format de poche. Ça donne l'impression que c'est un peu un Ouais. petit journal intime que tu délivres aux gens parce que tu racontes quand même des choses que tu as vécues. Tout est vrai, hein, on précise du coup. Et est-ce que c'est Mm. quelque chose que tu as toujours voulu faire, c'est mettre sur papier un peu des souvenirs comme ça? C'est des choses que j'ai déjà faites dans des articles pas mal de fois. En fait, c'est ce que je raconte un peu dans le livre. Il y a eu toute une première phase où j'ai commencé à écrire sur la musique ou à piger pour la presse, où je faisais peut-être des articles où j'avais l'impression de faire un peu le malin, du fois de chercher un peu l'approbation de certaines personnes, de chercher un peu le clin d'œil. En me foutant un peu de la gueule du monde, il y avait un côté un peu comme ça. Et moi, j'avais l'impression que c'était subversif. Et en fait, je trouve que c'était, avec le recul, c'est pas des articles que j'ai beaucoup de plaisir à relire parce que j'ai l'impression que c'est lié à un certain nombrilisme que j'aime pas trop de manière générale et auquel j'ai un peu cédé, j'ai l'impression, au début. Mhm. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire de manière un peu plus libre et à prendre un peu plus de recul, et puis à mieux écrire aussi, je pense,
euh, j'ai commencé à réfléchir à des choses plus personnelles, mais en me prenant aussi un peu moi comme sujet d'étude, entre guillemets, aussi pour dire que on n'est pas parfait, on a des contradictions. C'est quelque chose qui me dérange souvent dans le journalisme culturel, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils écrivent des papiers pour qu'on les aime eux, Ouais. pour qu'on les célèbre un peu eux, leur vision, c'est toi qui as raison. Oui, t'es plus malin que l'artiste qui sort un disque, oui, t'es plus malin que tel cinéaste, t'as tout compris. Mhm. Et c'est un truc qui me dérangeait vraiment. Et du coup, j'ai essayé d'aller un peu en dehors de ça, de dire, en fait, on a des contradictions, on a des vies qui peuvent paraître similaires et qui sont souvent les additions d'événements qui sont un peu similaires. Donc peut-être que à certains moments, ça peut être aussi un moyen de mettre les choses en perspective, d'être dans une posture de réflexion et moins Ouais. de démonstration de A plus B, pourquoi j'ai raison, quoi. Et tout ça, tu l'écris d'une manière. Déjà, je trouve que tu écris vachement bien. Même si tu le dis toi-même, tout est un peu brut. Tu as écrit, j'imagine, les choses comme elles te venaient Ouais. dans un premier temps. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est à quel point tu rappelles les textures, les odeurs des moments que tu as vécu. Et Ouais. est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dû un peu creuser dans ta tête pour te dire, tiens, mais comment est-ce que c'était déjà ce concert? Ou alors est-ce que tu te souviens vraiment de tout? Tu as dû faire des tonnes et des tonnes de notes, non? Que tu as dû retrouver des Euh, photos, des notes? pas tant que ça, en fait. D'abord, je pense que j'ai une bonne mémoire. Ouais, Et après, je pense aussi que, comme tout le monde, ma mémoire, elle me joue souvent des tours. ouais. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse pas mal, c'est de savoir comment on reconstruit nos souvenirs, notamment par le récit, puisque tu sais, à chaque fois, Mm. enfin, on dit qu'à chaque fois qu'on raconte une histoire, on la déforme un peu. C'est pour Ouais. ça que se créent parfois des récits complètement absurdes. Donc c'était plutôt ça. Après, non, tous les récits un peu de voyage, j'ai souvent fait des photos. J'aime bien trimballer un petit appareil argentique parce que je suis un peu à l'ancienne. Et du coup, j'ai pas mal de photos que j'ai un peu regardées. Puis après, c'est revenu pas mal par les morceaux Ouais, et les ouais. artistes que j'ai évoqués, quoi. Ça, c'était plus ça, d'un seul coup des choses qui revenaient. Puis Mhm. après, moi, j'aime bien l'idée quand même qu'on peut embarquer le lecteur justement avec soi vraiment dans un truc de journalisme un peu à la première personne, qui est vraiment, qui à la fois pourrait être un peu de la fiction, mais qui est vraiment une description assez réelle, mais qui n'empêche pas d'utiliser les codes de la fiction comme des descriptions de lieux, des descriptions de personnages. Voilà, et effectivement, ouais, moi, c'était important pour moi de pas passer par une phase d'édition trop lourde. Je voulais pas que ce soit trop retouché, donc ça a sûrement les défauts que ça a. Mais c'était comme ça que je l'imaginais. Et, c'est vrai qu'à côté, j'ai bossé sur d'autres projets de livres et tout ça, où ça passe par une temporalité beaucoup plus longue avec des gens qui donnent leur avis et qui recentrent un peu les choses, ce qui est très nécessaire souvent, hein, je ne dis pas le contraire. Mhm. Mais du coup, là, c'était vraiment l'idée que ce soit que ce soit brut et que ce soit pas trop réfléchi, parce que aussi, je pense qu'il y a certainement des choses que j'aurais pas forcément mis à la fin si je m'étais trop posé de questions, parce que j'ai réalisé au moment où je faisais les envois du livre, parce que j'ai Ouais. envoyé tous les livres moi-même, je me suis dit, ah, ça y est, en fait, d'un Tu le côté, délivres aux gens, quoi. Tu le donnes à tout le ouais, monde. c'était un peu effrayant, parce que je me disais, ah, je me suis quand même pas mal livré. Ouais. Et puis en même temps, ça m'a aussi enlevé un poids, je pense, parce que je me suis senti débarrassé peut-être de quelque chose, d'avoir l'impression d'avoir fait un truc D'avoir accompli positif quelque avec chose. des événements qui ne le sont pas nécessairement tous, quoi. Mhm. Et dans ce livre, du coup, tu brasses un peu, on peut voir un peu tous tes goûts musicaux. Mhm. Et dans le passage où tu parles notamment du shoegaze, etc., c'est très très visuel. Ouais. Tu compares même le shoegaze à une espèce d'eau chaude qui coule sur la peau, etc. à un moment. Est-ce que il y a une dimension donc effectivement très visuelle et tu cites à un moment le cinéaste Greg Araki, un réalisateur où il y a beaucoup beaucoup de musique dans ses films. C'est une partie très importante de Mhm. sa filmographie.
Donc, pour toi, le cinéma, c'est aussi une autre de tes inspirations. Une position que j'aime pas trop, et c'est pour ça que ce livre, je le trouve important dans mon parcours un peu intellectuel, Ouais. c'est que j'aime pas trop la position d'esthète ou de spécialiste, comme je le disais tout à l'heure. Et par exemple, par rapport au cinéma, je suis pas très cinéphile. Enfin, je regarde beaucoup de films, mais j'ai à la fois des choses très pointues que j'aime bien, et j'ai aucun souci à dire que, tu vois, j'ai dû voir un film de Godard et j'en ai aucun souvenir, et j'ai pas Ouais. spécialement envie de voir les autres. Voilà, donc je suis pas trop dans cette posture-là. Je suis plutôt dans un truc un peu de cheminement, ouais, de goût un peu empirique, quoi. En gros, Mhm. c'est ça. Et Ouais. ce que j'aime bien, au contraire, enfin notamment dans ce que j'essayais d'exprimer un peu dans ce rapport qu'a eu Araki avec la musique, c'est que c'est un rapport aussi très décomplexé, où tu sens que c'est quelqu'un qui aime sincèrement la musique et qui est pas forcément là pour justement le clin d'œil, la référence, Mhm. ou au contraire un peu la pesanteur. Je trouve que c'est le travers de la musique au cinéma, c'est souvent d'ajouter une atmosphère supplémentaire à une scène qui n'en a pas besoin, par exemple. Ouais. Et, et lui, je trouve qu'il est effectivement, il évoque surtout une période un peu de post-adolescence, où de toute façon la musique, elle est tout le temps là en fond dans la vie des gens, des personnages, mais aussi des vrais gens à cette époque-là. Donc, tu as tout le temps ton casque sur les oreilles, il y a tout le temps de la musique dans ta chambre quand tu Ouais. as entre 15 et 25 ans, en gros, quoi. Mhm. Et du coup, ça correspond bien à ça aussi. Est-ce que tu as vécu, toi? Mais je trouve que lui, il atteint le bon équilibre, à la différence peut-être de certains autres cinéastes, quoi. Bon, j'ai pas vécu cette époque des années 90, j'étais pas né, mais j'imagine que toi, tu as dû vivre l'émergence de plein de nouveaux moyens d'écouter de la musique. Et tu dis dans un passage que tu n'as jamais vraiment aimé être jeune. Pourtant, c'est un peu le moment où tu as eu tes premières découvertes musicales. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ton premier vraiment, si tu te souviens, ou un de tes premiers vraiment gros coups de cœur musical quand tu étais jeune ou ado et qui t'a donné envie d'écouter un album de A à Z, etc. Ouais, bah, je pense les deux premiers albums que j'ai eu en ma possession, ça devait être, je pense, un best-of de Genesis et un album de Guns N' Roses. D'accord. Et je pense qu'après, le premier groupe où j'avais l'impression que c'était vraiment mon groupe, et c'était peut-être Nirvana, je pense. D'accord. Même si, quand Kurt Cobain est mort, j'avais 12-13 ans, donc ça a un peu passé au-dessus de la tête, quoi. Mhm. Mais je pense que c'est le groupe qui a été un peu un premier groupe pensé un peu comme un truc vraiment culturel, qui va avec la découverte d'autres choses, quoi. C'est surtout ça qui était important. Ouais. Et après, juste pour revenir sur cette phrase, quand je dis que j'ai pas trop aimé être jeune, en fait, je pense que ça rejoint aussi un peu cette espèce de pression sociale Mhm. que tu te mets, et qui passe aussi d'ailleurs par les goûts musicaux à une certaine période. Et du coup, une fois que tu es un peu libéré de ça, moi je me suis senti assez libéré effectivement quand j'ai commencé à m'en foutre à ce que les gens pensaient de ce que j'aimais ou de ce que j'écrivais, par exemple, ou quand je faisais de la musique. Mhm. J'étais vachement attaché à ce que les gens pensaient de la musique que je faisais. Et ça a fini un peu par gâcher ma pratique musicale, quoi. J'étais dans une démarche un peu à contre-courant quand j'étais ado, parce que bon, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, plus difficile à imaginer aujourd'hui, mais on était beaucoup dans des chapelles musicales enfin, entre les années 90 et le début des années 2000, Mhm. avant qu'Internet chamboule un peu tout. Du coup, il y avait vraiment les gens qui écoutaient du rock contemporain, les gens qui écoutaient des trucs de hippie des années 70, les gens qui écoutaient du rap, Mhm. les gens qui écoutaient la musique qui passait à la radio. Et moi, j'avais vachement envie de connaître la musique. Du coup, je m'intéressais beaucoup à des vieux groupes, à des trucs de jazz, à des trucs de techno, parce que c'était Warp qui commençait à l'époque aussi à sortir de plein de trucs. Et tu D'accord. sais, j'étais dans cette approche-là un peu plus. Oui, à la découverte, creuser un petit peu, chercher des trucs qui n'étaient pas forcément très connus. Ouais, c'est ça, mais un peu plus solitaire, parce que c'est vrai, c'est ce que je raconte aussi par rapport à Greg Araki, c'est que un peu comme les notes de pochette de Nirvana, les films d'Araki, ça nous permettait à l'époque de découvrir plein de trucs qui n'étaient pas accessibles, parce que il fallait habiter à Paris, ou aller en vacances à Londres avec tes parents, ou acheter des magazines anglais qui coûtaient une blinde en export. Il n'y avait pas ce côté, bon bah tiens, aujourd'hui je vais m'intéresser à la carrière de The Fall, et je vais aller sur Spotify et je vais tout écouter. Mhm. Et
Donc j'ai pas trop aimé être jeune, mais j'ai bien aimé vivre cette époque-là où c'était vraiment c'était une quête plus que maintenant, je pense. Et à quel point ça a été le cas pour toi, la découverte de plusieurs groupes en, j'imaginant, en piochant dans la discothèque de tes parents? Est-ce que ça a été le cas pour toi ou tu as fait vraiment ça tout seul? Non, pas trop, parce que mes parents, ils écoutaient pas trop de musique. Ouais, c'était pas trop leur truc. Mes parents, ils étaient plutôt branchés littérature. Ok. D'accord. Euh, C'était plus, les livres avaient une place plus importante que les disques. Du coup, c'était quand même bien mon truc à moi, Mhm. la musique. Voilà, et après, non, c'était pas mal par les pochettes quand même. Ouais. Bah, typiquement, la pochette des Sex Pistols, la pochette du Velvet avec la banane, Ouais. des disques comme ça qui vraiment me frappaient, ou comme j'en parle un peu dans le livre aussi, la pochette de Deftones qui faisait écho de manière très lointaine à celle de Nevermind. Ça passait pas mal par ces choses-là, et puis, on avait la chance dans la ville où j'ai grandi d'avoir une médiathèque avec plein de choses. Donc ça Ah faisait ouais, un ouais. peu office de soulseek avant l'heure. On empruntait des disques. Et tout à l'heure, tu parlais ouais, de la recherche de nouvelles musiques, etc. Et dans le chapitre Fakes Again Algorithm, tu racontes comment tu as eu un coup de Ouais, cœur pour la musique de Hiroshi Yoshimura, qui est le pionnier de la musique ambiante au Japon. Donc pour ceux qui ne savent pas, ouais. l'ambiance, c'est une musique qui est très, très atmosphérique, qui est visuelle et qui peut être aussi électronique qu'organique en vrai, hein. Il n'y a pas trop de définition, je crois. Donc, tu l'as découvert grâce à une recommandation YouTube, hein, si j'ai bien Ouais, saisi le chapitre. ouais. Euh, euh, Est-ce que tu as eu d'autres découvertes comme ça grâce à Internet qui t'ont marqué ou c'est vraiment sur YouTube où tu penses qu'il y a un bouquet de musiques inconnues qui sont à découvrir chaque jour? Non, mais en fait, j'aime bien cette idée de l'algorithme parce que c'est vraiment ça. C'est à la Ouais, fois le côté très, enfin, qui nous lie vraiment de manière très quotidienne à la technologie, et en même temps, c'est quelque chose qui remet, et ça représente bien ce qu'Internet a chamboulé. Ça remet un peu enfin, tout le monde au même niveau. mm, C'est-à-dire que d'un côté, tu peux avoir un gamin de 18 ans qui va écouter Tame Impala, et le morceau après qu'on lui propose, c'est Brian Eno ou Yoshimura. Et puis ouais, de l'autre côté, le vieux grincheux, ex-journaliste à Rock and Folk ou je ne sais quoi, qui est là à pester parce que lui, il a passé 40 ans à écouter des disques et que maintenant c'est trop facile. Et mhm, finalement, tout le monde est mis un peu au même niveau, écoute les mêmes disques, et du coup, ça déboulonne un peu symboliquement les chapelles de spécialistes ou ce genre de ouais, choses. Je trouve ça plutôt chouette. Et du coup, j'imagine aussi dans le livre que j'imagine les gens qui sont mhm. censés être des spécialistes, qui découvrent de la musique comme tout le monde par les algorithmes de recommandation, mais qui s'inventent des histoires des fausses histoires pour expliquer comment ils ont découvert telle ou telle chose. Et d'ailleurs, c'est aussi l'émergence de beaucoup de musiques qui ont été un petit peu remixées par j'imagine, des gens comme nous, hein, des fans de musique. Euh, Il y a beaucoup de slow and reverb remix sur YouTube. Il y a énormément de choses comme ça qui ont Ouais, émergé. Et hier, hier, j'écoutais un album carrément d'un mashup de l'album Currents de Tame Impala avec ouais, Blonde de Frank Ocean. En fait, ils avaient mixé les deux albums et c'était incroyable, quoi. Le truc ouais, marche ouais. vraiment bien. Et ça, à l'époque, c'est vrai que c'était pas du tout ce genre de découverte, on n'en faisait pas, quoi. C'était vraiment, ça, c'est l'ère YouTube à 100%. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est un truc très démocratique pour le meilleur et pour le pire. Hier, je voyais Ouais. Kid Cudi qui s'énervait sur Twitter parce qu'apparemment, il y a un nouveau challenge sur TikTok avec un de ses morceaux où les gens ont viré sa partie de voix, et du coup, il est très révolté par ça. Mhm. Et je peux comprendre qu'en tant qu'artiste, des fois, on se sent un peu violenté par ça. Ouais, dépassé par les Euh, événements, ouais. et en même temps, il n'y a pas de demi-mesure. On peut pas dire d'un seul coup la musique est à tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de règles, mais il y a quand même des règles. Et Mhm. c'est une phase que je trouve assez intéressante, que je trouve plus constructive que
celles qu'on a pu voir au début des années 2000 où vraiment l'industrie musicale, elle s'est effondrée littéralement. C'était très effrayant pour tout le monde. Mm. C'était une époque où peut-être aussi l'industrie du spectacle et du concert était beaucoup moins développée qu'elle a pu l'être ensuite. Donc il y a eu des années où il y avait énormément d'argent, puis d'un seul coup c'était vraiment une vraie crise Mm. économique. Il n'y avait plus d'argent du tout. Et ça, il y avait un côté très anarchique. Il y avait vraiment les débuts du piratage. C'était en même temps très grisant parce que, je sais pas, moi, quand j'étais ado, je pouvais m'acheter un ou deux CD par mois. Donc, je pouvais écouter un ou deux CD par mois. Ouais. Ou peut-être copier des cassettes chez des potes ou des trucs comme ça. Et ensuite, d'un seul coup, ça nous a Mm. ouvert au monde. Donc, c'était quand même assez super, quoi. Et en Ouais. même temps, on voyait des trucs qui s'effondraient et des artistes qui voulaient pas faire de concerts, parce que ça, c'est un truc qu'on a un peu oublié en cours de route, mais c'est qu'il y a eu des époques où il y avait vraiment des groupes qui faisaient pas de tournée, ils faisaient pas de concerts, où ils faisaient 5 concerts par an, quoi. Ça a vachement changé notre façon aussi de consommer la musique. Et alors, juste pour revenir sur le livre global, tu racontes beaucoup, ou tu voyages beaucoup dans le livre. Enfin, j'imagine que tu as été à Montréal assez tôt. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé, ton arrivée à Montréal? Pourquoi est-ce que tu y es allé? Et à quel point la scène musicale là-bas t'a marqué? Ça a jamais vraiment cessé, je crois. C'est d'ailleurs marrant parce qu'il y a quelques jours, j'écoutais un groupe enfin, d'une liste postée par un site ricain. C'était genre des meilleurs disques punk mélodiques de l'histoire ou je sais pas quoi. Il y avait un groupe québécois des années 80, donc ils étaient déjà ils avaient déjà une scène assez Ouais. vivace, même dans les années 80. Mhm. Et en fait, moi, je suis parti là-bas d'abord complètement par hasard parce que je devais partir à New York, puis c'était les attentats du 11 septembre. Et du coup, ça a un peu compromis notre voyage. Et du coup, on est parti dans une maison qu'on nous a prêtée à Montréal. Et puis, je suis retourné presque tous les étés pendant 4 5 ans en servant un peu de base pour aller aux États-Unis aussi. Et puis j'ai fini par faire comme plein de petits Français, un PVT pour partir 1 an là-bas, donc un plan vacances-travail, un visa étudiant, quoi. Mhm. Et puis après, je suis rentré en France et puis je suis retourné là-bas. On m'avait proposé un boulot sur un festival, donc j'ai bossé là-bas. Et puis après, avec le réseau, comme je bossais à la fois pour un tourneur et pour un festival français, j'allais souvent dans des festivals à l'étranger pour voir d'autres groupes, ou des fois on me proposait de m'inviter pour des tables rondes ou des trucs comme ça. Puis après pour la presse, quand j'ai commencé à faire des piges. Donc j'ai pas mal voyagé comme ça. Et du coup, oui, pour répondre à ta question, pardon, je digresse un peu. Effectivement, entre 2005 et 2007-2008, il y a eu vraiment une explosion médiatique de la scène là-bas. Je dis plutôt médiatique parce que c'est effectivement le succès d'Arcade Fire qui est devenu un groupe gigantesque à ce moment-là, Ah oui, qui a oui, mis une totalement. lumière sur la ville. Mais c'est vrai que c'est une ville où il y a toujours eu beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes intéressants dans plein de styles différents, du rap francophone à la musique expérimentale. Mhm. Ouais, il y a toujours eu des labels. C'est une ville qui coûte pas très cher, plus cher maintenant, mais qui à l'époque coûtait vraiment pas cher. Donc il y avait un peu le syndrome berlinois, mais avec les Américains qui venaient s'installer là-bas. Les gens sont bilingues, c'est une petite ville assez agréable à vivre. Il y a plein de salles de concert, il y a des locaux de répète, il y a des studios d'enregistrement. Donc ça a créé un truc assez vertueux. Puis surtout, il faut bien le dire, le gouvernement canadien a toujours beaucoup soutenu les arts. Il poussait aussi beaucoup les artistes à s'exporter, donc en leur donnant des bourses, en leur permettant de partir en tournée en Europe, même si c'était à perte, en leur permettant de presser des disques pour les envoyer à l'étranger et tout ça. Donc ça crée vraiment c'était un rayonnement assez important, quoi. Et puis vraiment un truc de dynamique, effectivement. Ce truc qui est très agréable quand tu vois une scène émerger, c'est d'un seul coup, il y a un groupe qui apparaît, les gens, il y a la première base de fans qui se forment, c'est les potes du groupe, puis Mhm. après le bouche à oreille qui fait que le groupe peut jouer 2 3 fois par semaine, et puis il y a de plus en plus de monde au concert, et puis un jour, ce groupe devient Ouais, le une groupe tête le plus d'affiche. connu de la Terre. Ouais, c'est ça. Mhm. Et, euh, et voilà, une des dernières fois où j'ai vu Arcade Fire jouer à Montréal, c'était dans le
la plus grande place où il y a Ouais, des une arène. concerts l'été normalement. Par rapport à Arcade Fire, justement, tu racontes une anecdote où tu dis Ouais. que tu as joué au basket avec un des deux frères Butler avant qu'il soit connu, c'est ça? Comment ça s'est passé? Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé avec lui en train de taper, en train de jouer au basket? Bah, en fait, je suis parti enregistrer avec mon groupe de l'époque dans un studio qui existe toujours mais qui a déménagé, qui s'appelle Hôtel Tout Tango Mhm. et qui était un studio d'enregistrement qui a été monté par les membres de Godspeed You Black Emperor, le studio des groupes aussi qui sortaient leurs disques chez Constellation Records. Voilà, un peu Enfin, un jour, on a envoyé un mail au mec du studio, on lui a envoyé des démos, il a dit oui, oui, super, vous pouvez venir enregistrer, ça coûte 200 balles par jour. Voilà, on est Ouais. parti enregistrer là-bas, et puis entre deux sessions, à l'époque, le studio, il était au-dessus d'un garage, donc on ne pouvait pas enregistrer la journée, on pouvait enregistrer que la nuit quand le garage était fermé. Et un jour, entre deux sessions, bah, on a été jouer au basket sur un terrain à côté du studio, et il y a deux mecs qui ont dit vous voulez jouer avec nous? Et on a joué avec eux, et à la fin, on a discuté avec eux. Ils nous ont dit ah, qu'est-ce que vous faites ici? On leur a dit ben, on enregistre un disque avec Howard. Ah, mais Howard, on le connaît, nous aussi, on a un groupe, ça s'appelle Arcade Fire. Voilà. On n'avait pas du tout, on les avait pas reconnus, parce qu'en plus, à l'époque, ils n'étaient pas très connus. Et alors, dans le livre aussi, tu t'abordes aussi à la fois assez rapidement, mais aussi c'est assez honnête la manière dont tu le racontes, c'est ton rapport à la mort des musiciens, la mort des artistes. Tu dis à un moment, la malédiction de notre génération, c'est que nous allons voir mourir toutes nos idoles, Neil Young, David Bowie, on va tous les voir partir. Est-ce qu'il y a une mort d'artiste qui t'a particulièrement marqué ou qui t'a forgé là-dessus, qui t'a aidé justement à avoir ce recul? Ou bah, j'imagine, tu cites David Bowie, mais je ne sais pas si ça a eu un impact pour toi ou pas. Non, pas. Enfin, la phrase que tu viens de citer, c'est un autre musicien qui me l'a dite, donc Ouais. Jeffrey Lewis, que je connaissais pas, mais avec qui je me suis retrouvé à discuter autour d'une bière un jour au Divan du Monde. Mhm. Et je sais plus comment on est arrivé à discuter de ça, mais oui, oui, ça m'avait marqué. Et en même temps, enfin, la phrase m'avait marqué. Ouais. Ce que j'ai essayé de faire dans le texte, c'est aussi de peut-être, bah, encore une fois, prendre du recul par rapport à un rapport un peu morbide et surtout qui, à force, enfin, se donner un peu l'illusion de ressentir des choses fortes, un peu un frisson, tu vois, c'est un peu comme la voiture qui ralentit quand il y a l'accident sur l'autoroute. On ne sait pas trop si c'est vraiment c'est des bonnes motivations pour être ému par une situation. Ouais. Euh, Oui, c'est Moi, vrai. ce qui me dérange un peu dans ce. Et puis après, je répondrai à ta question, mais juste, je pense que c'est bien que je dise ça. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est pour ça que j'ai mis cette citation d'une auteure que j'aime bien, qui dit en gros, on se sent important quand on connaît quelqu'un qui est mort. C'est vraiment cette surexposition bah, un peu des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ne sont pas du tout le mal pour moi, hein, je tiens à le préciser, Mm. mais je trouve que un peu, encore une fois, un peu dans le marketing de soi-même qu'on est tout le temps en train de faire, ben, d'un seul coup, tiens, tel artiste meurt, je vais sortir cette photo que j'ai eue de moi avec lui. Et je trouve que c'est hyper choquant des fois, tu vois, de se dire ces gens qui ressortent des selfies qu'ils ont pris avec des gens qui viennent de mourir. Enfin, je trouve que c'est complètement absurde. Et en même temps, ça déréalise complètement enfin, ce que veut dire vraiment la mort ou le décès. C'est pour ça que je le mets un peu en rapport avec le Mm. jour où j'ai dû, bah, moi, un peu écrire un communiqué de presse pour quelqu'un avec qui je travaillais dans l'industrie musicale qui est mort. Et moi, j'ai dû être un peu le messager de cette mort et Mm. subir un Ouais. peu ce flot de larmes de crocodile, parfois un peu difficile à gérer. Mm. Euh, Moi, je sais pas s'il y a une mort d'artiste qui m'a vraiment marqué. Parce que je sais que moi, par Mais exemple, je me rappelle que le décès de Michael Jackson m'a
J'ai écouté pas du tout Michael Jackson et je sais pas pourquoi, le fait qu'il soit mort, Ouais. j'ai eu une espèce de boulimie et j'ai vraiment tout écouté pendant un mois non-stop, quoi. C'est assez particulier et vraiment un peu, ouais, comme tu disais, Ouais. un peu morbide, quoi. Non, moi je pense plutôt ce qui m'a marqué, c'est, j'en parlais il y a quelques jours avec un ami, c'est plutôt, on reparlait de ce texte justement qu'il avait lu. Ce qui m'a plutôt marqué, c'est par exemple quand j'ai appris la mort d'Elliott Smith, il n'y avait pas Internet chez moi à l'époque, Ouais. et je l'ai appris en lisant un magazine, mais genre 3 mois après sa mort. Et c'était plutôt de pas savoir qu'il était mort, moi j'avais continué un peu d'écouter sa musique comme si de rien n'était. Mm. Et en fait, c'était assez étrange parce qu'il n'y avait pas ce côté, cette espèce de communion d'un seul coup. Bon, bah voilà, voilà, l'artiste est mort et on se retrouve tous dans cette espèce Mm. de cérémonie bizarre sur les réseaux sociaux à poster des photos de nous avec des morts et à dire combien c'était des gens importants pour nous. Ouais. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément mettre le rapport de proximité qu'on a avec les artistes au bon endroit. Mais après, c'est difficile de juger des émotions des autres, hein. Oui, totalement. Après, je pense qu'on n'est pas non plus obligé d'exposer en permanence ses émotions sur les réseaux sociaux tout le temps sans recul, quoi. C'est vrai que des fois, on l'a vu par exemple avec les 30 ans de la disparition de Gainsbourg, tu vois, où maintenant, Ouais, bah, ouais. en fait, on se sert un peu de ça pour s'examiner soi-même, pour ramener la couverture à soi. Donc, avec des débats qui sont pas inintéressants, de savoir alors Gainsbourg serait-il accepté en 2021, toutes ces choses-là qui sont en soi Mm. intéressantes. Mais ça laisse quand même un goût un peu encore une fois, de nombrilisme un peu primaire en bouche, je trouve, quoi. Ouais. Ce livre, c'est pour plutôt une suite de réflexions sur notre rapport à la musique. Pourquoi la musique, c'est quelque chose d'important et pourquoi Mm. c'est un marqueur des moments importants dans notre vie. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres gens qui pourraient très bien écrire un livre comme ça, mais où le marqueur, ce serait la bouffe ou le cinéma ou le basket, j'en sais rien. Ouais. Moi, l'idée, c'est plutôt de se questionner de pourquoi des morceaux nous rappellent tel moment de notre vie, pourquoi l'idée de base, c'était pourquoi est-ce que la musique triste, elle nous fait nous sentir bien et pourquoi est-ce que finalement, parce que derrière la musique triste, il y a ce sentiment peut-être de mélancolie ou de nostalgie ou de fuite du temps. Pourquoi ça nous laisse avec des sentiments aussi partagés qui peuvent être à la fois des choses tristes et des choses joyeuses. Moi, c'était plutôt, quand j'ai bossé ces textes-là, ce qui était important pour moi, pas vraiment de fil conducteur. Les seules choses que je m'étais fixé, c'est que je voulais pas que ce soit de l'apitoiement sur soi-même ou que ce soit triste. Donc, je voulais quand même qu'il y ait des trucs qui fassent rire les gens, qu'il y ait des Ouais. trucs marrants, comme quand tu racontes une histoire à quelqu'un. Et puis, je voulais aussi que les gens ils puissent y retrouver des situations qu'ils ont vécues pour pouvoir se dire, en fait, ah ouais, je suis pas seul à ressentir ça, c'est OK de ressentir ça. Ce Mm. qui pour moi était un peu le même sentiment que tu peux ressentir quand tu grandis, tu viens d'une petite ville et puis un jour tu découvres les Smiths ou Nirvana ou qui ne sont pas des gens comme toi, qui chantent des choses qui te touchent et qui te disent, c'est OK d'être comme ça, c'est OK d'être différent, ou c'est OK d'être triste, ou c'est OK de pas être obsédé par la réussite, de pas être musclé, de pas être grand, de pas être Ouais. riche, tu vois. C'était un peu ça, quoi. C'était dire aux gens, en fait, vous avez le droit d'avoir des failles. La preuve, moi, j'en ai. Et en fait, quand on les met en perspective avec notre vie et ce qu'on aime dans la vie, bah, ça permet de peut-être, je sais pas, s'accepter un peu mieux ou avancer un peu mieux plutôt que d'être tout le temps dans un truc de regret ou. Mm. Un livre qui, toi, t'avais aussi, t'en avais peut-être besoin, ça t'a fait du bien, en fait, de mettre ça à l'écrit Ouais. ouais, c'est quelque chose je Bah, dirais pas le mot cathartique non plus, parce que bon, voilà, mais c'était quelque chose que tu avais envie de faire, quoi, vraiment. en fait, ça a été tellement spontané. Ouais.
c'est le truc, c'est que ça, je peux peut-être l'expliquer pour l'émission. En Mhm. gros, donc j'ai ce projet d'édition qui s'appelle le Gospel, donc qui est un projet qui existe depuis 2 ans et demi maintenant, donc il sort un magazine papier, il y a un site internet, et donc le magazine il sort un peu, enfin, en gros, maintenant 2 fois par an. Ouais. Et du coup, je me suis jamais, enfin, je me suis toujours refusé à faire des trucs de type abonnement, tout ça. Je voulais pas du tout de contraintes. Et ce qui permet aussi d'avoir des projets très libres, du genre se dire en vacances dans une ville toute fermée du Pays Basque au mois de décembre où j'étais, de me dire ah tiens, je vais faire ça, me réveiller un matin, faire une liste de thèmes et dire ok, j'ai Mhm. 17 thèmes, maintenant je commence à l'écrire. J'ai fini de l'écrire, j'ai envoyé le truc à mon pote graphiste qui m'aide sur le gospel et puis je lui ai dit bah tiens, j'aimerais bien faire un livre de poche avec ça. Et c'était parti. Et 15 jours plus tard, les gens, ils l'avaient dans la main. Et du coup, c'était plus guidé par un sentiment de liberté. Ouais. Euh, et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien, enfin, j'espère que les gens pourront le ressentir. C'est que, en fait, moi, ce que je fais, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est vraiment de dire aux gens que qu'ils peuvent se défaire des contraintes aussi le plus possible, notamment bah, par rapport à la musique, tu vois, de se dire bah, qu'on n'est pas obligé d'être carriériste, on n'est pas obligé d'être tout le temps en train de penser au projet, ce qui va être sur 15 ans, comment on va l'organiser, comment on va gérer le community management. On peut juste faire un truc parce qu'on a besoin de le faire et puis voilà, et moi, cette réflexion-là, cette démarche-là, elle arrive après des expériences qui ont été contraignantes, où tu vois, j'ai bossé dans une boîte de prod, où c'était très contraignant, avec pas mal de désillusions du côté aussi de comment on pouvait commercialiser un peu la musique indé, des choses Mhm. comme ça, ou des relations avec des marques, tu vois, ou qui arrivaient un peu pour nous essayer de nous absorber, tout ça. Du coup, là, ce livre-là, c'est vraiment une façon de dire, enfin, je sais pas, un peu dans la mentalité punk rock, quoi. Tu veux faire un livre, bah fais un livre, quoi. En fait, on a quand même vachement de moyens pour faire les choses dont on a envie, et je trouve ça absurde de se mettre autant de bâtons dans les roues maintenant avec ces trucs de visibilité, de rentabilité, alors que finalement, c'est pas. Mhm. On peut très bien faire des disques et les garder pour soi, comme je dis dans le livre, et on peut très bien faire un livre et se dire qu'en fait, c'est pas grave si on n'en vend pas 30 000 exemplaires, quoi. Pour un petit peu terminer et clore tout ça, je me demandais par rapport au dernier chapitre qui s'appelle Je me souviens. C'est plein de petits paragraphes qui commencent pardon, par Je me souviens et Ouais. continue. Est-ce qu'il y en a une, je ne sais pas si tu as le livre sous les yeux. Non. Non, 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 bah sinon c'est pas très Je vais le grave, prendre, mais si tu veux, hein, j'ai encore fait des envois ce matin. Donc ouais. S'il y en a une que tu pourrais nous lire et peut-être nous donner un peu le making-of, un peu plus de détails sur l'une d'elles, mais je ne sais pas exactement celle que tu préfères peut-être, ou celle. Euh, Si, celle que je peux raconter, enfin, c'en est deux. Mhm. Je raconte que je me souviens du premier concert de John Mouse que j'ai organisé où tout le monde s'en foutait et du Ouais. deuxième concert de John Mouse que j'ai organisé 2 ans plus tard où c'était devenu un événement mondain et il y avait tous ces gens qui débarquaient et on se demandait où étaient ces gens il y a 1 an et demi. Et ça, c'est un peu la solitude de l'organisateur de concert. C'est plutôt drôle de voir effectivement ce truc où je m'étais vraiment battu pour organiser ce concert. Mhm. La première fois qu'il était venu, donc c'était une soirée à la Flèche d'Or et je me rappelle que le programmateur de la Flèche d'Or avait dit OK sous la condition que lui, il puisse mettre une première partie qui n'avait absolument rien à voir et qui était un groupe dont il s'occupait lui. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé à faire cette concession-là, qui est une des rares concessions que j'ai faites, Mhm. parce que j'y croyais vraiment, j'avais vraiment envie qu'il joue dans un bel endroit et tout ça. Et donc, ça n'avait pas été un échec. Je me rappelle qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient venues, mais bon, c'était quand même loin d'être la folie. C'était vraiment un truc d'initié. Puis 1 an et demi après, la hype s'était emparée du truc et il y avait Jarvis Cocker et les mecs de Phoenix qui étaient arrivés en disant on veut des invites, machin. Et,
Mais Ok. voilà, et ce qui était assez drôle, c'est qu'à cette époque-là, ils faisaient des concerts très courts, ils jouaient 20-25 minutes, et que comme c'était une soirée un peu... bah, tu t'as déjà dû voir vivre ce genre de soirée où les gens sont un peu là à boire leur petite coupe de champ avec leur casque de scooter et Ouais, le leur Pitchfork Festival notamment, ouais, c'est un peu ça. voilà, bah, c'était ça la maroquinerie. Et donc, j'arrêtais pas d'aller voir les gens en leur disant ouais, le concert il commence, vous savez, il va pas jouer longtemps, il va pas jouer longtemps. Donc, il a joué 25 minutes. Donc, ça, c'est un bon souvenir de l'absurdité du truc et en même temps d'être enfin, lié à une forme un peu de recul et de second degré qui est quand même marrant de se dire qu'au fond, tout ça, c'est assez puéril et pas très important. Voilà. Mais ce Euh, principe que j'ai utilisé, c'est celui d'un auteur américain. Enfin, c'est un artiste visuel qui a écrit ses mémoires comme ça. C'est ouais. un livre de 300 pages que j'ai aussi à la fin et qui accumule comme ça un peu en rebond que des souvenirs et des sensations. Je l'ai lu juste avant d'écrire le recueil et ça m'a pas mal inspiré dans ce truc de, justement dont tu parlais, des sensations. Tu vois, il parle du goût du milkshake quand il était petit, Ouais. Joe Brainard, c'est de ça? quand quelqu'un il touche les cheveux de quelqu'un et quelle texture ça a, tout ça. Bah, Mm. vraiment un chouette bouquin. I Remember de Joe Brainard, tu le dis à la fin du livre. C'est le Ouais. dernier, ouais. D'accord. Et pour terminer, j'ai vu qu'il y avait un petit 1 sur la tranche du livre. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite ou pas du tout? Alors, il y aura peut-être une suite. Ok. Ouais, ouais, il y a quand même un certain nombre de textes enfin, d'idées de textes que j'ai pas mis dedans. Ouais. Mais comme initialement, j'imaginais que ça intéresserait 50 personnes et que c'était vraiment un truc que je faisais comme ça à l'arrache, je pensais pas que ça prendrait une ampleur un peu, enfin, telle que ça prend à Mhm. mon échelle aujourd'hui. Du coup, oui, on a un peu fait ça en se disant que ce serait peut-être cool d'en faire d'autres en fonction. Mais moi, c'était vraiment en fonction de si ça fonctionnait quoi sur le long terme. Donc peut-être une suite, ouais, carrément. Je ne ferme pas la porte. Ok, bah to be continued alors. Voilà, exactement. Merci à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et oui, je tente la conclusion après le générique. Si vous souhaitez plus d'informations sur le livre Je n'aime que la musique triste d'Adrien Durand, ou plus généralement sur la maison d'édition Le Gospel, je vous laisse tout un tas d'infos en description de cet épisode. N'hésitez pas aussi à aller checker la playlist associée, que je vous note également, à écouter pendant que vous feuilletez le bouquin. Sachez qu'on peut d'ailleurs le retrouver au Balades Sonores à Paris, ou encore chez le disquaire Total Even à Bordeaux. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, salut!